Voilà. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Normalement, on est en direct. Alors, je vais faire ce que je fais. Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Alors, je disais donc. Alors, normalement, vous devez m'entendre. Voilà, moi j'ai un retour super désagréable. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû... C'est insupportable, Guénolé. Alors, il y a le son d'une douche qui coule. On va commencer par essayer de régler les problèmes de son. Alors oui, mais moi je m'entends avec un décalage. Alors, je me déconnecte et je me reconnais. Bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour ce petit inconvénient technique. Jean-Luc va se reconnecter et on va résoudre ça au plus vite. Peut-être que je peux vous proposer, Anne-Laure et Frédéric, de vous présenter l'une et l'autre en attendant que Jean-Luc se reconnecte. Maintenant, il n'y a plus de son, visiblement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, Anne-Laure, je te réinvite. Je commence à me présenter le temps qu'Anne-Laure se connecte. Alors, bonjour. En fait, on va faire un séminaire juste avec moi. Donc, je suis Frédéric Alexandre Badini. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis actuellement directrice générale de l'ONICEP. Après avoir été rectrice de l'Académie de Dijon de 2016 à 2019. Et mon métier d'origine est d'être enseignant-chercheur en management, à savoir en gestion des ressources humaines et en théorie des organisations et en management de façon générale. Et donc, j'interviendrai plutôt au titre de la pratique de rectrice et de directrice générale de l'ONICEP, parce que c'est aussi une fonction de cadre dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur, et de spécialiste du management. Voilà, Anne-Laure s'est reconnectée, elle peut se présenter. Merci Frédéric. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas trop de retour. Frédéric, le son est... C'est bon. Alors pour moi aussi, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. J'ai plus de retour, c'est bon. Donc Anne-Laure Arinaud, je suis aujourd'hui DAZEN adjointe dans le département du Nord, l'Académie de Lille. Et auparavant, j'étais chef d'établissement, principal, puis proviseur dans l'Académie de Versailles. Et mon métier, mon premier métier dans l'éducation nationale a été conseillère principale d'éducation. J'ai aussi été contractuelle en sciences économiques et sociales. Voilà, très brièvement, mon parcours. Merci à toutes les deux. Alors, moi, je vais me représenter très rapidement. Je serai votre animateur trublion de la soirée. Je suis Jean-Luc Simon, je suis principal dans un collège du Finistère. Ceux qui me connaissent sous un pseudo Twitter principal en Varec, sur lequel j'officie régulièrement, dont chaque vendredi à 18h18. Et donc... ce soir, j'étais super fier parce que
d'animer cette soirée aux côtés de Frédéric et d'Anne-Laure qui, par leur expérience, on se connaît avec Anne-Laure parce qu'on a travaillé un petit peu sur le même département de l'Essonne en tant que personnel de direction, avant qu'on parte chacun vers des régions et des missions, pour moi sur des missions identiques, mais sur une région différente, et Anne-Laure sur d'autres missions de cadre. Et Frédéric, que j'ai rencontré au sein de ManageEduc et de Synlab. Et donc, à vos côtés, mesdames, je suis très, très fier de démarrer cette soirée sur notre posture de cadre et comment aujourd'hui se placer en tant que… Alors, vous êtes beaucoup de personnel de direction dans l'assistance, mais pas que. J'ai vu qu'il y avait un collègue CPE. Donc, c'est intéressant. Collègue CPE, cadre aussi. Hein, je rappelle que les enseignants, les CPE sont des catégories A de la fonction publique. Donc, en tant que tel, on a tous une posture de cadre à avoir. Et donc, l'idée de cette soirée, c'est de cheminer ensemble sur une réflexion croisée. Comment aujourd'hui on pose notre posture de cadre en 2022, hein, parce que ça a un petit peu changé, la donne a un petit peu changé, parce que on a tous un regard un petit peu différent de ce qu'on a pu connaître de posture un petit peu descendante. Et donc, le démarrage, en fait, c'est aujourd'hui, c'est comment, en fait, avec ces équipes, quand on arrive dans un nouveau poste, on passe de la défiance à la confiance. C'est la première question qu'on s'est posée. Et je vais peut-être donner la parole à Frédéric pour lancer. Et Anne-Laure va reprendre, va rebondir, va avoir plein d'idées, forcément. Et puis moi, j'amènerai des questions. Je vais dire vos questions en même temps et les anecdotes que je pourrais avoir de mon côté. C'est gentil de commencer comme ça. Quand Guénolé m'a contacté pour la conférence, il m'a dit il n'y a rien à préparer. Il n'y a qu'à réagir à ce que dira Anne-Laure. C'est sympa. Mais en fait, c'était un piège. Oui, j'ai bien compris, c'est l'habitude de la maison. Donc, comment passer de la défiance à la confiance? En fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est que, et c'est marrant parce qu'il y en a plein parmi vous qui mettent des messages sur la conférence à l'IH2EF de cette année. En fait, souvent, quand on arrive, on peut arriver face à une équipe, alors je pense à un établissement, mais ça peut être un peu partout, on peut arriver face à une équipe qui se dit, ouais, des chefs, on en a vu passer d'autres. Donc celui-là, on va voir ce qu'il a à nous dire, mais de toute façon, si ça va pas, on s'en fiche parce qu'on restera plus longtemps. Et après tout, l'établissement, il nous appartient, il appartient pas à ceux qui tournent un peu vite et qui restent pas là. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on peut entendre quand on est nommé recteur, puisque on se protège un petit peu comme ça quand on se dit oui, si ça va pas, ça durera pas très longtemps. Les recteurs, ils bougent, les cadres, ils bougent. Il y a une obligation de mobilité pour les postes fonctionnels. Donc, parce qu'on pourrait poser la question, pourquoi est-ce qu'on commencerait par la défiance? Dans d'autres cultures, on pourrait commencer par la confiance. Et probablement qu'il y a des situations où on est nommé cadre et où on est accueilli dans la confiance. Donc, peut-être que la première chose à faire, c'est de se dire, dans quelle situation j'arrive? Et d'être conscient de ça. Alors, on peut partir du principe qu'on arrive dans la défiance, parce qu'effectivement, les gens ont peur du changement et qu'ils se disent « zut, un nouveau qui arrive, ça va changer mes habitudes. J'avais trouvé une façon de travailler qui me convenait. Si le chef modifie la façon de faire, peut-être que je vais me sentir en difficulté et que du coup, j'ai pas très envie de l'écouter. Donc voilà, comme d'habitude, quand on est en difficulté, on va se retrouver dans une situation dans laquelle on va analyser c'est quoi cette défiance, c'est quoi cette confiance, à quoi ça tient. Et donc, je pense que pour passer d'une situation qui n'est pas forcément positive à une situation qui permet de travailler, la première chose à faire, c'est d'analyser la situation pour pouvoir essayer de construire quelque chose de positif. Et il y a aussi probablement la nécessité d'être capable de présenter assez rapidement la façon dont on va vivre ces premiers 100 jours, comme on dit quand on prend un nouveau poste. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui est quand même assez raisonnable, c'est de dire je vais observer. Donc, j'arrive pas avec un projet déjà tout cuit dans lequel je vais vous imposer ma façon de voir les choses, mais je vais regarder
ce que vous avez à dire, je vais vous écouter, je vais regarder ce qui se passe, et puis on va avancer ensemble. Donc voilà un premier élément. Je cède la parole à Anne-Laure pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps. Oui, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, et cela me fait penser à plusieurs points. C'est vrai que quand on arrive dans un établissement, on analyse, on regarde. Peut-être que la traduction, genre en posture de ce que dit Frédéric, c'est déjà c'est une posture qui va être plus celle de l'écoute dans un premier temps que de savoir se faire écouter. Donc c'est savoir écouter davantage que de se faire écouter. Ça va, à mon avis, être ça. Et tu disais, Jean-Luc, c'est quoi finalement une posture de cadre en 2022? C'est bien celle-là qu'on va devoir écrire et inventer tous ensemble, parce que quand on est chef d'établissement ou d'ASEN, c'est comme si on était déjà reconnu hiérarchiquement dans quelque chose qui est vertical. On nous demande d'aller peut-être quelque chose plus horizontal. Bon, moi, je ne sais pas trop, je dois pas être très rectiligne et très perpendiculaire parfois. Je pense que ça se fait ensemble, donc c'est plutôt quelque chose qui est sphérique, où finalement tout le monde doit trouver sa place. On est déjà dans une institution où la hiérarchie est déjà très marquée, donc je ne suis pas persuadée qu'il faille la marquer davantage. De fait, on sait que hiérarchiquement, quand on est chef d'établissement, on a un DAZEN, un recteur, une rectrice. Donc peut-être qu'il ne me semble pas nécessaire de marquer davantage cette hiérarchie-là. Être dans l'écoute plus que de savoir se faire écouter me semble être une astuce. Et puis plein d'autres choses qui font aujourd'hui la posture du cadre de 2022, qui va peut-être, avec ce que je dis, sur savoir finalement travailler sa sensibilité, savoir travailler sa réflexivité. J'aime bien, moi, les gens qui doutent. C'est Anne Sylvestre qui le chantait. Mais généralement, j'aime bien ces chefs d'établissement, ces personnels qui sont dans le doute, pas trop non plus, mais en tout cas, qui montrent une certaine sensibilité, une certaine réflexivité, parce que la prise de décision, elle se fait aussi quand on a connaissance de tout ça. Donc, il va nous falloir, je pense, s'appuyer sur ces choses-là quand on veut être cadre aujourd'hui en 2022 pour inventer cette nouvelle méthode de gouvernance qui nous est demandée depuis quelques mois. Et j'en suis d'ailleurs, pour ma part, très, très contente. J'aime bien la question qui est posée là sur est-ce que le cadre il est à l'interface entre le vertical et l'horizontal. C'est-à-dire que le cadre c'est un point sur un repère. Et c'est une question très intéressante parce que d'un point de vue managérial, l'idée c'est de se dire que il y a des personnes qui servent à coordonner des points de vue et des intérêts et des regards et des besoins différents. Et effectivement, le cadre, c'est quelqu'un qui est là pour essayer d'interpréter ce que lui dit le système dans la chaîne hiérarchique verticale pour pouvoir le mettre en musique à l'échelle de son équipe par rapport à ses usagers. Je parle volontairement de façon générique parce qu'on a trop facilement l'image du cadre comme étant le chef d'établissement, mais on a vu qu'il y a d'autres types de fonctions dans lesquelles on n'est pas forcément chef. Et donc, peut-être premier élément par rapport à ça, c'est de se dire que le cadre, c'est jamais un chef absolu. Personne n'est chef absolu. Le recteur a l'air d'être le chef absolu. Il a un ministre au-dessus de lui. Le ministre lui-même, il a un président. Et le président, il a probablement encore un autre responsable qui est le peuple, en définitive. Donc, il faut aussi penser, quand on arrive dans une posture de cadre, que c'est pas uniquement regarder ce qu'on a à faire avec son équipe, avec les gens qu'on doit diriger, mais également comment est-ce qu'on s'insère dans un système hiérarchique qui a effectivement souvent des caractéristiques de verticalité, mais pas toujours. Là, la question qui est posée aujourd'hui au cadre de l'éducation nationale, c'est comment on s'insère dans un système qu'on veut moins hiérarchique qu'avant. Et c'est aussi la façon de se poser la question de c'est quoi ma place, comment je l'analyse et comment je vais jouer ma partition dans cette place-là entre ce qu'on me demande de faire, la situation que je trouve et la personne que je suis à un moment donné d'un point de vue professionnel et personnel. Et ça, c'est intéressant ce que tu disais, Frédéric, sur la personne que je suis.
Je pense que quand on démarre dans le métier, mais on a pu le connaître en tant qu'enseignant, quand on a été enseignant dans le secondaire, en croisant, comme tous les enseignants, plein de chefs d'établissement, puisque la mobilité des personnels de direction fait qu'un enseignant dans son établissement qui va y rester, enfin chez moi c'est au minimum 15 ans, et il va voir passer plein de chefs d'établissement, et la question c'est qui on est et qui on a envie de montrer qu'on est. Là, je reviens sur la question d'Alain Flour qui posait la question, comment est-ce qu'on crée de l'horizontalité? Moi, je rebondirais sur ce que disait Frédéric en disant en étant soi-même avant tout. C'est-à-dire que c'est indispensable. Et Lydia repartait ensuite sur la question de l'humilité. Alors, l'humilité, c'est bien. Avec un peu d'expérience, je fais ma 16e rentrée là, de personnel de direction. L'humilité, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose dont il faut obligatoirement abuser parce que ça devient rapidement une espèce de fausse excuse pour pas nécessairement se positionner. Enfin, moi, c'est comme ça que je le pense. On peut arriver dans des établissements où on voit des choses qui heurtent notre façon, nos convictions, par exemple, et il y a moyen de le dire avec humilité, mais de le dire aussi de façon ferme et de façon claire, sans pour autant bouleverser les choses. Voilà. Et après, cette question des 100 jours, moi, en tant que personnel de direction, cette question des 100 jours, moi, j'avais un principe au départ, mais qui va aussi avec ma faculté à procrastiner, c'est que je me disais, je vais attendre une année scolaire, la première année scolaire, pour faire un tour à 360. Voilà, au bout du compte, avec le temps, on n'a pas besoin de ce temps-là. Voilà, mais ça rassure, en tout cas en début de carrière, de se dire, on va passer une année scolaire pour laisser le temps de voir les choses, etc., et de pouvoir voir ce qui se passe. Avec le temps, on voit très vite beaucoup de choses, mais se laisser du temps, ça me semble indispensable. Je redonne la parole à Anne-Laure qui voulait intervenir juste après Frédéric. Oui, tu as raison, Jean-Luc. Et puis en plus, c'est ce que l'on recherche de plus en plus quand on vous voit. Et là, on va voir chaque année, une fois au moins, pour les chefs d'établissement, quand on est d'Azen. Et puis pour les chefs d'établissement, ils verront leur adjoint. On recherche aussi qu'est-ce qui fait la personnalité d'un chef d'établissement et pourquoi ce chef d'établissement, on pense et on a le sentiment qu'il sera bien dans tel établissement parce qu'il saura ou qu'il aura envie ou qu'il est dans son élément pour faire ceci, cela. Et effectivement, ça n'attend pas une année. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, et d'ailleurs, les cadres ne s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais ils apportent déjà quelque chose quand ils sont en phase avec qui ils sont, dès les premiers jours, dès le jour de la rentrée, avec ce discours de rentrée ou pas, parce que je vois bien qu'il y a maintenant, même ce jour de rentrée est revisité par certains chefs d'établissement en se disant qu'on va peut-être d'ailleurs laisser plus la parole sur les journées de pré-rentrée, de rentrée au personnel plutôt qu'au chef d'établissement. Bon, donc ça veut bien dire qu'il faut être en phase avec qui l'on est. Je voulais revenir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure et ça répondait à une question sur le vertical et l'horizontal. L'image qui m'est venue quand vous avez parlé tous et dans la question sur le chat, est-ce que c'est vertical et horizontal? Finalement, le cadre, c'est le même symbole, c'est la même image que le cadre d'une peinture. Alors, il y a de l'horizontal, quand il est carré ou rectangulaire, des cadres ronds, je n'en connais que moins, mais il y a du vertical, il y a de l'horizontal. En tout cas, le cadre d'une œuvre ou d'une peinture, il est bien là pour sublimer, il est là pour protéger aussi. Quand il y en a un cadre, des fois, il y a des peintres, dont Soulages d'ailleurs, qui mettaient très peu de cadres, ou un peu moins que d'autres. Mais en tout cas, le cadre, il sublime et il protège. Donc, horizontal, vertical, il fait le tour de l'œuvre. Mais surtout, il ne faut pas oublier, ça correspondrait peut-être à ce qu'on va demander aujourd'hui, en 2022, le cadre, il ne doit pas, en tout cas, prendre la place, il ne doit pas voler la vedette à l'œuvre et à ce qui est dedans. Donc, quand on est cadre, aujourd'hui, on ne doit pas voler la vedette au personnel que l'on encadre, comme le cadre avec l'œuvre qu'il doit protéger et sublimer, et non pas lui prendre la vedette. Alors, des cadres, il y en a plein, finalement. Il y a des cadres discrets, il y a des cadres un peu plus rétro, il y a des cadres modernes, de la peinture, je parle, mais c'est peut-être transposable pour le coup. Moi, et puis, finalement, le cadre, il est très perso, quoi.
J'étais en train de répondre à Lydia. Pardon, j'étais en train de répondre à Lydia sur ce que c'est qu'être humble, et je disais que j'étais d'accord avec elle. Pardon, j'ai coupé la parole, c'est pas bien. Mais je crois que c'est vraiment. Je suis frappée en fait qu'on commence le truc en se disant c'est quoi aujourd'hui en 2022, c'est quoi aujourd'hui être cadre, qu'est-ce qu'il y a de différent. En fait, je pense que dans l'éducation nationale, ce qu'il y a de différent aujourd'hui, c'est que d'un seul coup, il y a une commande d'en haut qui est de laisser la parole en bas. Et nous, on est coincés entre les deux. Et on ne sait pas si c'est vrai. J'espère que le cabinet ne regarde pas le séminaire. On ne sait pas si c'est vraiment vrai, s'il n'y a pas un moment où on ne va pas nous demander de reprendre la main, etc. Et on se demande ce qu'on attend de nous. En fait, je crois que cette question d'humilité, elle est intéressante quand elle revient là dans le vocabulaire, parce qu'il y a toute une série de mots qui ont une consonance très très importante dans notre culture et qu'on va peut-être voir se modifier dans la compréhension au fur et à mesure du temps. Cette question de l'humilité, je crois que c'est ce que Lydia exprimait, c'est la question d'admettre qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas tout quand on est cadre. L'une des particularités des cadres dans l'éducation nationale, c'est qu'ils ne peuvent pas, en tout cas des cadres qui sont en responsabilité managériale, c'est qu'ils ne peuvent pas faire à la place des acteurs qui agissent directement auprès des élèves. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce n'est pas vous qui faites cours. Et ça fait une différence fondamentale, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte que les gens qui font l'activité d'enseignement le font dans les meilleures conditions possibles. Et quand vous dites oui, il faut que ça sublime, etc., je pense que c'est plus que ça. Il faut se mettre au service des équipes pour que les équipes puissent mieux travailler et réaliser des objectifs qui ont du sens pour elles. Et donc, ça, c'est pas nouveau. C'est absolument pas nouveau. C'est la notion même d'un rôle d'encadrement. C'est encadrer l'activité pour que l'activité rende un service le meilleur possible à l'usager. Et l'usager, l'élève, c'est lui qui est au cœur. C'est lui qui est le juge de paix. Donc, il y a quelque chose de ça dans ce mot humilité. C'est-à-dire, ce mot humilité, il va bien aux fonctionnaires. Hein. C'est vraiment le côté on est au service d'eux, etc. Et ce qu'on demande, c'est d'arriver en disant je ne sais pas. Or, c'est extrêmement compliqué dans notre système éducatif parce que, par définition, on est tous des sachants, puisqu'on est tous des bons élèves, et qu'on est tous dans une hiérarchie dans laquelle on a toujours appris qu'il y avait une progression et qu'on a passé des concours qui prouvent qu'on est des bons élèves. Et il faut renoncer à ça pour faire en sorte que ce soit les élèves qui deviennent des bons élèves. Et ce qui est intéressant, moi j'avais une anecdote sur cette question on ne peut pas faire à la place des équipes. En gros, c'est ce qui a été dit, puis ce qui était écrit dans le chat, où nos équipes pensent qu'on est capable de tout et qu'on sait tout. Moi, j'ai un exemple très simple, hein, c'est sur la réforme du collège. J'étais principal d'un collège à Palaiseau, et je crois que j'ai été le seul collège du bassin de Massy où la réforme du collège ne s'est pas mise en place du tout. Mais quand je dis du tout, c'est du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, moi, les jours de grève, à être le seul dans l'établissement. Pourtant, je m'entendais très bien avec mes équipes. Mais j'avais une équipe où ma prédécesseur avait essayé pendant des années et était partie dépitée, où ma collègue qui est en poste actuellement, peut-être qu'elle est parmi nous, rencontre aussi, elle souffre, mais elle y met de l'énergie pour essayer d'emmener ses équipes. Parfois, il y a des mayonnaises qui ne prennent pas. Et je me souviens de la réforme du collège, on a essayé, où j'avais en réunion de bassin, les collègues inspecteurs, mon DAZEN qui prenait mes nouvelles pour savoir comment moi j'allais là-dedans, parce que je me souviens de première réunion avec mes équipes où j'avais programmé, j'avais commencé par les professeurs de lettres parce que c'est souvent les équipes les plus intéressantes, on va dire, à manipuler ou les plus compliquées. Et donc, je leur pose des questions, savoir comment est-ce que vous avez travaillé, où est-ce que vous en êtes, et je prononce un gros mot.
que je n'avais pas réalisé. Je prononce le mot de progression commune. D'un seul coup, il y a un blanc qui est passé. Et les enseignants m'ont expliqué, ils m'ont dit non, non, mais monsieur Simon, on travaille très bien séparément, on s'apprécie beaucoup, mais jamais on progressera ensemble. Et juste cette phrase-là, pour moi, ça a été un coup de massue. Et après, quand on s'est retrouvés, et après, conseil d'enseignement par conseil d'enseignement, je me prenais vent sur vent, et j'étais préparé, donc j'étais moins surpris. Et quand on s'est retrouvés un mois plus tard, où je leur ai demandé où est-ce qu'ils en étaient dans la construction des EPI, ils m'ont répondu, mais les EPI, ça sera les vôtres, monsieur Simon. Voilà. Et je leur ai dit, regardez-moi bien. Je leur ai dit, moi, je ne travaille pas pour vous. D'abord, je n'ai pas les compétences. Donc, soit vous êtes capable de construire des EPI pour vos élèves, soit vous n'êtes pas capable de le faire et à ce moment-là, vous dites que vous ne le faites pas, mais moi, je ne vais pas le faire pour vous. Donc, on assumera chacun nos responsabilités vis-à-vis de nos autorités hiérarchiques. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Voilà. Et c'était un collège, par ailleurs, où il se passait plein de choses. Mais voilà, ça n'a pas pris. Et alors que là, en ce moment, je suis dans un collège de la même taille, à peu près, où tout prend. Et quand je dis tout prend, tout prend. C'est-à-dire qu'on lance une idée, une envie, et puis ils ont envie, et ça part. Et c'est à moi de les suivre pour voir comment est-ce que je les accompagne aujourd'hui. Là, tout à l'heure, Alain Flour parlait de... je ne sais plus ce que disait, il posait une question en disant, je serais curieux de connaître votre définition du pilotage partagé. Voilà. Et ben, moi, j'ai l'impression, dans mon établissement, de faire du pilotage partagé avec mes équipes. Alors, je suis le responsable de tout. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne va pas, qu'ils ont fait, c'est moi qui prends ma responsabilité. Mais je partage le pilotage avec eux par des réunions. On se réunit tout le temps, sans arrêt. C'est un petit établissement. Donc, moi, mon conseil pédagogique, il n'existe pas. J'ai une salle des profs qui se réunit régulièrement, tous les mois, pendant 1 heure, sur de la pause méridienne, et on parle de tout. Donc, j'ai une espèce de conseil pédagogique complet, permanent, voilà, qui ne se réunit pas de façon cadrée, comme c'est écrit dans les textes. Et on pilote ensemble, et je leur pose des questions, et ils apportent des idées, on pilote ensemble, et à un moment donné, je tranche. Parce qu'il faut bien que quelqu'un tranche. Voilà. Mais ils acceptent que je tranche, mais moi, je leur dis, je veux que le truc soit co-construit. Voilà. Et c'est là où c'est possible. Voilà. Oui. Frédéric, ce que tu dis, Jean-Luc, démontre ce que disait Frédéric sur le fait que ce n'est pas nouveau. Pour autant, petite anecdote et effectivement présentation de ce que j'ai pu mettre en place il y a 10 ans sur les conseils de classe. Et même si effectivement on peut se dire que ce n'est pas nouveau, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de le voir affiché aussi clairement à tout l'ensemble des cas, de dire il faut qu'on soit dans une nouvelle méthode. Et ça me semble être nouveau, même si on a toujours été formé sur s'appuyer sur l'intelligence collective, sur le pilotage partagé. D'ailleurs, à l'époque, le pilotage partagé, c'était avec les IA-IPR et les IEN premier degré. On parlait souvent de ce pilotage partagé avec ces personnels-là quand on était chef d'établissement et entre nous. Il n'empêche que cette nouvelle méthode me semble vraiment... Enfin, et j'ai l'impression que c'est la première fois que je l'entends aussi clairement annoncé. Petite anecdote, il y a 10 ans, et ça va vous parler parce que j'en parle souvent avec mes chefs d'établissement que je croise dans le département du Nord, quand on se voit en entretien ou en établissement. Il y a 10 ans, à la mise en place de la réforme du collège, je dis aux enseignants, allez, on se prend 3 heures, on travaille là en conseil pédagogique sur si vous aviez un rythme de l'évaluation à inventer. Si vous regardez vos élèves, vous, au cœur de la classe, dans chacune de vos disciplines, quel est le temps de l'évaluation qui vous correspondrait? Et je leur dis, et je suis prête à revoir la notion de trimestre ou de semestre. D'ailleurs, on sort même du trimestre, on sort du semestre. C'est quoi, vous, le rythme d'évaluation? Et puis finalement, ils ont repris le cycle 4 en se disant, en 6e, on va faire un rythme. Dès septembre, on fait le premier conseil de classe. On fera un autre conseil de classe en mars-avril. Et puis, on en fera un en 5e en octobre. Et ils avaient pris le cycle 4 du début 5e jusqu'à fin 3e. Et ils m'avaient proposé, c'est eux qui m'avaient proposé, je me souviens même des rapporteurs des groupes qui m'avaient dit « Ah, Madame Marino, vous allez être super contente de ce qu'on va vous proposer ». Et ils ont complètement déstructuré les trimestres et la forme des conseils de classe. Je vous parle de ça il y a 10 ans. Donc effectivement, cette nouvelle méthode, elle n'est pas nouvelle.
Pour autant, à l'époque, il y a 10 ans, quand je mettais ça, je peux vous assurer que je n'étais pas, moi, du tout rassurée, parce qu'il fallait rendre compte à mon DAZEN, qui m'a dit, bien sûr, vous y allez, mais on avait plein de freins. Les remontées de rideaux, qui sont, elles, trimestrielles, les applications, ceci, cela, qui font qu'effectivement, on était un peu embêtés. Puis finalement, on a levé toutes ces choses-là et on y est allé. Mais en tout cas, il y a 10 ans, quand on innovait sur des choses structurellement bien posées, bon, on n'était pas forcément rassurés. Donc, je me dis qu'enfin, cette nouvelle méthode qui est affichée, qui est dite, qui est annoncée, permet peut-être d'être un peu plus dans la sécurité quand on veut être cadre aujourd'hui, à prendre des décisions qui vont être innovantes, qui vont être porteuses de plein de choses à interroger. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Frédéric, tu voulais réagir ou parce que moi, il y a une question qui m'intéresse. Tu voulais peut-être réagir avant? Oui, c'était des réactions en réponse aux questions, en fait, sur le pilotage partagé et sur c'est quoi notre rôle, hein, qu'est-ce qu'on est censé faire. La question de l'autonomie, c'est la question de fond de l'éducation, de toute façon, avec les enfants. Si vous apprenez à un enfant à faire du vélo, à quel moment vous le lâchez et à quel moment vous lui dites que vous le lâchez et jusqu'où vous supportez qu'il tombe. La question de l'autonomie dans un établissement, c'est extrêmement complexe parce qu'en fait, le cadre, il est animateur de la démarche. Il se met au service, mais il est garant vis-à-vis de la hiérarchie que la démarche fonctionne. En revanche, il doit prendre sur lui si jamais ça ne va pas exactement dans le sens que lui imaginait. C'est-à-dire que si on donne la barre aux autres et qu'on pilote avec eux, à ce moment-là, il faut accepter qu'ils ne fassent pas exactement comme nous, on aurait fait. Et à ce moment-là, le gardien du temple, c'est quoi? C'est les objectifs communs qu'on s'est donnés. Et là où on est pilote dans le sens où on a des tableaux de bord qu'on partage et on se dit, voilà, on visait tel résultat. On a engagé des actions qui ont été pilotées de façon partagée. Où est-ce qu'on en est dans l'atteinte des actions? On y arrive ou on n'y arrive pas? Et le rôle du cadre dans ce pilotage partagé, c'est d'être capable de dire à un moment donné, attention, on est en train de dériver, regardez, on ne regarde pas bien notre tableau de bord. Et là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est une question d'animation et pas forcément de prendre la décision, mais de savoir présenter, c'est une question de communication beaucoup, de savoir présenter à l'équipe les éléments qui vont lui permettre de regarder la réalité en face. Parce que le rôle de l'auto-évaluation de l'établissement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se donne des éléments objectifs pour essayer de regarder où on est, et puis on décide ensemble où est-ce qu'on veut aller, et on contrôle. Et le contrôle, c'est ça le pilotage. Donc il est partagé, pas dans le sens pilotage, il est partagé dans le sens qu'on va confier des actions à certains qui sont volontaires pour le faire, il faut les laisser faire à leur façon. Par contre, il faut vraiment vérifier qu'ils regardent où est-ce qu'ils vont et qu'ils corrigent le tir. C'est ça. Et alors, avant qu'on continue, il y avait une question de Rémi sur, du coup, cela dépend. Alors, c'est une question qu'on va balayer assez rapidement, mais quelle stratégie face à des équipes en refus total? Moi, je mettrais un bémol sur cette notion de refus total. C'est comme avec des classes, quand un enseignant dit cette classe, elle est en refus total. Moi, je n'y crois pas. Et je crois que même dans les équipes, il y a toujours des volontés. Si je reprends mon exemple à Palaiseau de réforme du collège, ça ne veut pas dire qu'il ne se passait pas des choses en termes de pédagogie différenciée, en termes d'inclusion scolaire. Il se passait des choses. Sauf qu'ils refusaient de les faire rentrer dans des cases qu'on leur imposait. Dont acte. OK. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on apportait aux élèves et ce qu'on pouvait modifier dans l'apport aux élèves. Et donc, finalement, ils ont refusé officiellement de mettre en place des choses qui s'appelaient EPI, AP, mais pour autant, ils ont fait des choses qui étaient de l'interdisciplinarité et ils ont fait des choses qui étaient de l'ordre de l'accompagnement personnalisé de l'élève à plusieurs. Moi, on ne mettait pas les mots dessus, mais ils faisaient des choses. Et donc, finalement, il y a toujours moyen de s'appuyer sur un ou deux personnels de l'établissement et de croire dans le phénomène boule de neige. Moi, j'y crois beaucoup. Et parfois, comme avec ces élèves
Souvent, on travaille au collège, 5e, 4e, 3e, et puis on voit partir des élèves de 3e qui ont une orientation qui s'est décidée au dernier moment, et on les voit revenir 2 ans plus tard avec la banane, avec un projet. Ils étaient contents. Et on a vu finalement, on voit après coup le travail qui a été fait de confiance et de mise en confiance des individus, que ce soit des élèves ou des personnels, quand on part après. Et moi, je crois beaucoup dans l'idée de poser des graines en tant que cadre, et l'idée que ces graines, elles vont éclore sans nous, quoi. Et c'est ça, c'est encore mieux. Voilà. Plutôt que le contraire, parce qu'on a des exemples de contraire. Et pour le coup, la posture qui me semble intéressante, ou en tout cas avoir à l'esprit, c'est que les personnes qui semblent les plus réfractaires ou qui semblent être dans l'opposition, elles ont souvent plein de choses à nous dire. Hein. C'est-à-dire en quoi leur frustration ou leurs aigreurs, elles se sont basées sur quoi en fait. Donc elles ont aussi, ces personnes-là, des choses à nous dire, et c'est souvent des choses très intéressantes. Donc soyons curieux, écoutons-les, me semble-t-il, et il est important de n'exclure en tout cas personne, quoi. Même si vous avez vos leviers, même si vous avez les personnes sur lesquelles vous allez vous asseoir. Mais je vais faire un peu de provoque ce soir, parce que c'est bien de ne pas décourager les auditeurs qui participent au webinaire et qui veulent un peu de lueur d'espoir, mais il ne faut pas être totalement bisounours. Je suis complètement d'accord, Anne-Laure, sur le fait que c'est extrêmement intéressant d'écouter ce que les gens ont à dire sur pourquoi ils ne sont pas d'accord, et d'essayer vraiment de comprendre, parce que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à analyser la situation et avancer. Il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas face à des questions individuelles. On est face à des mayonnaises qui ont pris ou pas pris dans des établissements. Parfois, on arrive et la mayonnaise, elle est déjà ratée, et on ne va pas forcément être la bonne personne au bon moment pour résoudre le problème dans un établissement. Parfois, on arrive à un moment où on s'y prend mal, et on fait partie du fait qu'il y a quelque chose qui prend pas. On n'est pas non plus toujours au top de notre forme, capable d'analyser ce qui se passe, etc. Donc il y a des situations qui sont délicates, et dans ces situations-là, il faut faire avec ce qu'on a. Donc Jean-Luc, par exemple, le fait de dire mais moi je m'en fiche, vous ne voulez pas faire, vous ne faites pas, et ce qui compte c'est les élèves, c'est une façon de réagir. Il y a d'autres façons de réagir qui sont de se dire là je me suis planté, tant pis, j'apprends des choses et puis je vais partir. Mais ça marche pas toujours. En tout cas, ça vaut toujours la peine de comprendre pourquoi. Et parfois, le pourquoi, ça peut être la peur, ça peut être une incompréhension, ça peut être le fait qu'en fait, on arrive dans une histoire un peu compliquée et qu'on n'a pas pris le temps de mettre les bonnes étapes pour permettre aux gens de se réadapter. Il faut prendre le temps de gérer la résistance au changement, mais sans penser qu'on peut résoudre tous les problèmes, parce que de fait, on arrive souvent sur des collectifs qui ont déjà des histoires parfois assez lourdes, avec des conflits entre les individus, et parfois il y a des gens qu'il faut bouger. Donc c'est pour ça que je veux enlever le côté bisounours, c'est-à-dire que moi en tant que rectrice, il m'est arrivé d'avoir à envoyer des inspecteurs vie scolaire pour aller analyser ce qui se passe, et parfois de prendre des décisions de séparation de personnes qui en fait se font du mal et font du mal aux élèves. Il faut aussi le dire, hein. Dans des équipes où il y a des alliances syndicales, par exemple, qui prennent le pouvoir pour des très mauvaises raisons, qui n'ont rien à voir avec la position du syndicat. Il y a des gens qui se retranchent derrière ça. Donc, il faut aussi le dire. C'est-à-dire que moi, je dirais que dans ces cas-là, il faut avoir le réflexe d'écouter, de discuter, mais il ne faut pas être tout seul. Il faut remonter aussi à sa hiérarchie, de temps en temps, pour demander de l'aide, et notamment pour avoir un peu un regard extérieur, une médiation, un coup de main, pour essayer de regarder ce qui est faisable quand on n'y arrive pas tout seul. Il ne faut pas rester non plus tout seul face à des grosses difficultés. C'est clair, et ce que vient de dire Frédéric, et on dit la même chose en fait, me fait penser qu'on voit bien aussi qu'aujourd'hui, dès qu'on va parler de confiance, dès qu'on va parler d'écoute, on pense tout de suite au monde des bisounours dont il faut surtout avoir peur. L'un n'enlève pas l'autre, hein. Bien évidemment, ce que dit Frédéric est exactement le corollaire de ce que je disais. Mais c'est intéressant de voir que je pense que ce que tu décrivais, Frédéric, est bien connu déjà. Par contre, se dire que oui, les gens peut-être qui sont
qu'on considère réfractaires ont peut-être des choses à nous dire, c'est important. Bien sûr. Aussi. Hein. Et c'est tout l'équilibre que le cadre va trouver aussi dans sa prise de décision, qu'il va asseoir sur tout ce qu'il a pu écouter, tout ce qu'il a pu analyser aussi. Et parfois c'est extrêmement surprenant pour une personne qui est en opposition systématique de voir qu'on va lui proposer une écoute. Parce que c'est aussi parfois pour se protéger contre ça, pour ne pas révéler pourquoi on est contre, etc. Et c'est des stratégies de défense. Hein. Ben voilà, on a décrit l'établissement, c'est super. Il y a parfois besoin de se dire que la résistance au changement, c'est naturel, qu'on est face à des collectifs et pas uniquement face à des individus, et que gérer le changement, ça prend du temps. Et je pense, notamment par rapport à ce qu'on demande aujourd'hui de faire dans les établissements, il y a certains établissements où effectivement ça va passer comme une lettre à la poste parce que la relation est déjà bien établie et que le collectif fonctionne bien et qu'ils vont se saisir de cette opportunité, ils vont faire encore plus de choses qu'avant, ils vont être très contents. Puis il y en a d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Et qu'il faut le savoir et qu'il ne faut pas se dire là on n'y arrivera jamais. Ça va prendre du temps et un changement, ça prend du temps. Et là, il y a probablement des équipes qui n'y croient plus et qui n'ont pas envie d'y croire tout de suite, qui ont peur d'y laisser des plumes. Parce que quand on croit à un projet, on s'engage entièrement et on sait que ça peut faire mal si derrière, il y a un changement de cap qui est impulsé. Donc il y a des gens qui attendent pour voir. Il faut aussi le respecter. Et ça, moi, ma recommandation par rapport à ça, c'est vraiment d'être très cohérent et très consistant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manifester un comportement qui est un espèce de retour du refoulé du cadre hiérarchique qu'on a. Il faut rester dans une posture d'écoute, il faut être ferme sur les gens qui trichent, parce que ça, c'est pas acceptable par rapport à ce qu'on demande pour les élèves, mais il faut ne pas retomber dans des réactions qui sont parfois des réactions de défense pour le cadre lui-même. Et ce que tu disais sur la nécessité de ne pas être isolé, ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Moi, tout à l'heure, je décrivais la réforme du collège, ça a été, de mes 16 années, en fait, ça a été mon année compliquée, et pour autant, je ne me suis pas senti mal du tout. C'est-à-dire, je me suis senti bien pendant cette année-là, professionnellement, parce que je n'étais pas seul. Parce que je ne me sentais pas pris en faute, parce que j'appelais mon DAZEN en disant, je suis désolé, mais voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait avec des collègues inspecteurs ou inspectrices et on n'y arrive pas, on n'avance pas. Et de pouvoir échanger et de finalement vider un petit peu sa frustration, ça fait un bien fou et ne pas rester isolé. Ça, c'est vraiment totalement indispensable. Et le constat que je fais, moi, et qu'on a beau savoir, mais comme disait Frédéric tout à l'heure, on est tous des bons élèves à l'origine. Alors, pas moi. Moi, j'ai cet avantage-là de ne pas avoir été un bon élève, donc j'ai finalement plus de facilité à dire que ça ne va pas. Le fait de dire que ça ne va pas, ou d'aller voir sa hiérarchie, ou d'aller voir des collègues en disant « je suis en difficulté là, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ?» Eh ben, ça ne m'a jamais desservi sur ma carrière. Voilà. Et bien au contraire, c'est-à-dire que la relation de confiance, elle s'établit aussi comme ça, avec sa hiérarchie et avec ses équipes. Et le fait de dire à mes équipes, voilà, je suis désolé, mais j'y arrive pas. Vous me demandez un truc là, mais moi je vois pas la solution ou j'y crois pas. Il faut me convaincre. Et ben, ça apporte de la confiance justement à tous les niveaux. Et d'abord à soi-même. Il faut penser à soi. On parlait de la posture de cadre. On est beaucoup de personnel de direction. Alors dans mon académie, c'est énormément le cas. Mais partout en dehors de la région parisienne, dans des petits établissements où on est tout seul dans des petits collèges ou dans des petits lycées professionnels, on n'a pas d'adjoint. Et là, l'isolement, il peut être extrêmement difficile à vivre si on n'a pas si on ne va pas chercher ce réseau-là. Alors aujourd'hui, on a un réseau comme Manage-Éduc ou les réseaux sociaux où on a développé finalement des besoins et de l'entraide qu'on n'avait pas avant. Mais pour autant, la proximité physique, sans verser dans le cliché, elle est quand même indispensable. Voilà. Vous voulez répondre? Je vous ai coupé le sifflet là. Non.
Non, moi, je me posais la question du rôle que peut avoir le bassin ou le réseau dans ce soutien mutuel. Parce que il me semble que pour continuer sur les jeux d'acteurs par rapport à la hiérarchie, par rapport au fait de se faire bien voir, etc., il y a des jeux également syndicaux avec ses collègues chefs d'établissement et avec les inspecteurs qui peuvent faire qu'on va préférer un réseau social qui est plus basé sur le choix et sur le partage de valeurs, d'expériences, etc., que d'aller voir les gens qui partagent le même territoire et la même hiérarchie, la même population et la même hiérarchie. Je trouve que c'est un sujet intéressant à creuser, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que quand on n'a pas une équipe de cadres en interne avec qui partager, on pourrait partager avec les cadres du territoire à l'immédiat. Alors, d'abord, le fait de parler avec son ou sa DAZEN, ça c'est important, c'est-à-dire que la hiérarchie, elle est là pour ça, elle est là pour soutenir dans ces cas-là, et je pense que le maître mot de tout ce qu'on est en train de mettre en place cette année en matière de donner la parole au terrain, c'est le droit à l'erreur. Et les premiers à respecter le droit à l'erreur, ça doit être les cadres. Et il faut respecter le fait qu'on peut se planter, et il faut en parler, et il faut être capable de le dire effectivement à ses équipes. Moi, même un prof qui est capable de dire à ses élèves je suis désolé, je ne sais pas, ou je me suis trompé la dernière fois et j'ai corrigé, il gagne la confiance des élèves aussi, contrairement à ce qu'on peut croire. Et là, c'est pareil, dire à ses équipes qu'on s'est planté, c'est pas mal. Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on préfère partager avec des gens qui sont un peu loin, mais dont on partage un certain nombre de valeurs, que de partager avec des gens avec qui on a des enjeux de carrière, en vrai. Joker, tu veux dire des collègues avec qui on vise par exemple le même poste ou... Ouais, par exemple. Ouais, mais c'est une vraie question. Ouais. Ça, savoir comment est-ce qu'on se positionne avec des collègues. Alors moi, je le ressens pas ça. En fait, moi, à titre personnel, je suis un peu ambivalent sur cette question-là. Il y a tout le travail que je vais faire, par exemple, pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour essayer d'avoir un poste que je vise et de ne pas avoir d'état d'âme après. Mais après, concernant les collègues et l'entraide, j'ai tendance à pas calculer, quoi. On est tous dans le même bateau. C'est un peu comme ça que je le vis, mais c'est très personnel. Bah, je pense que là, pour le coup, quelques points ont été interrogés la dernière fois qu'on a réfléchi à cela avec les animateurs des deux bassins que j'ai en responsabilité. Pour revenir à ce que disait Frédéric sur comment on peut s'y prendre, je crois que même nous, hein, qu'on soit DAZEN adjoint ou recteur, rectrice, quand effectivement des conférences ou des réunions de recteurs, rectrices ou DAZEN sont uniquement sur la base de choses qui fonctionnent, et ce sont toujours les mêmes qui viennent présenter ce qui a été fait ou mis dans leur établissement scolaire. Je crois que nous avons, Frédéric, là une responsabilité dans cette culture qui a été posée depuis des années. On ne fait jamais témoigner, par exemple, un père dire qui a bien foiré son projet, et pour autant, on en apprendrait tout autant. Donc, c'est peut-être, encore une fois, le monde des bisounours, mais je pense que dans notre culture, il faut qu'on aille aussi vers ce type de nouveautés. Et il y a quelque chose qui me dérange depuis tout à l'heure aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de montrer ce qui peut marcher quand on est cadre, on compare le prof et l'élève. C'est pas ça. Et du coup, ça me questionnait ces derniers temps, quand je questionne cette nouvelle méthode, même sur toutes ces dernières théories sur les bassins apprenants, les territoires apprenants, comme si finalement il fallait à chaque fois qu'il y ait un apprenti et un professeur ou un maître, avec le volet très, très hiérarchique derrière ça aussi. Donc le bassin apprenant peut-être a déjà vécu, même si c'est important de faire apprendre les gens, et s'ils apprennent, c'est bien qu'on veut les élever, et c'est ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, à comparer notre posture de cadre et nos cadres qui sont qui sont les chefs d'établissement ou les profs par les chefs d'établissement, en les comparant à des élèves. Alors c'est beau, hein, le mot élève, j'aime beaucoup ce mot, hein, élever. Ok, on élève les gens, mais
souvent, les profs nous disent « Ouais, mais nous, on n'est pas des élèves, hein, vous parlez de nous comme si on était des élèves. » Peut-être faire attention à ça. Et peut-être que nous, on a eu notre part de responsabilité aussi ces dernières années à montrer toujours les bons élèves. Et en bassin, en tout cas, les chefs d'établissement avec qui j'ai discuté ces dernières semaines, on va partir plus sur la notion de bassin inspirant, c'est-à-dire comment le bassin va se restructurer, comment les bassins vont se construire pour ne plus être dans des bassins où il y a des interventions qui sont descendantes, où personne ne parle, mais comment le bassin pourrait être inspirant et comment les districts pourraient être, eux, dans l'opérationnalité ou dans le rapprochement des personnes entre eux sur des problématiques rencontrées, sur de l'analyse de situations professionnelles entre chefs d'établissement, pour peut-être sortir aussi de cette posture de concurrence entre eux et comment nous, on va interroger tout ce qui permet de faire sortir cette pseudo-concurrence que tu n'as jamais sentie, Jean-Luc, et que, pour ma part, quand j'étais chef d'établissement, je ne l'ai jamais senti non plus. Bon, voilà. Frédéric, elle va nous sortir du pays des bisounours, là. Non, c'est pas ça. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Non, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que bon, d'abord, il faut quand même savoir que mon projet académique s'appelait l'Académie apprenante et que j'avais taclé François Tadei sur le fait que dans son rapport sur la question, il y avait une France apprenante, il y avait une école apprenante, tout ça. Il n'y avait jamais d'académie apprenante. Donc, je lui avais dit, mais si, on peut faire une académie apprenante. Et en fait, je rigolais parce qu'au départ, la question de parler d'une organisation apprenante, c'est une question qui a émargé à propos des entreprises, qui n'a rien à voir avec un rapport aux élèves. Hein. Et une organisation apprenante, c'est une organisation qui est capable de ne pas réinventer la poudre à chaque fois, mais de partager les acquis de façon à ce que le suivant puisse partir des acquis du précédent. Donc, c'est un concept en théorie des organisations qui sert à qualifier la capacité à justement avoir un modèle de management beaucoup plus collectif dans lequel on peut progresser à partir des apprentissages des autres. Bon. Et donc, ça ne vient pas du tout de là, mais c'est très intéressant de regarder quel écho ça peut avoir dans notre monde, dans lequel, si on parle d'une organisation apprenante, on fait référence, même inconsciemment, au rapport qu'on a avec les élèves. Donc, moi, je suis très intéressée. Si tu peux regarder ce que ça produit d'appeler ça un bassin inspirant par rapport à un bassin apprenant. Parce que effectivement, j'avais jamais pensé à ça. Je pense que c'est quelque chose à creuser. Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans l'idée d'un partage des apprentissages positifs et négatifs qu'on a eu en expérimentant certaines façons de faire, c'est vraiment dans cette idée de collectif qui va pouvoir progresser en s'appuyant sur ce qui a été fait ailleurs et pas forcément par soi. Et ça, c'est super intéressant. Comment ça, on n'en parle plus de l'Académie apprenante? Je vais appeler le recteur tout de suite. Elle va devenir inspirante à partir de demain. Donc, il y a quelque chose de très important dans le fait de ne pas tout inventer tout seul, et dans le fait que l'humilité dont on parlait tout à l'heure, elle consiste à se dire, mais il faut être capable de partager ce qu'on a appris de ses erreurs et de ses réussites pour pouvoir en faire profiter tout le monde. Et elle est là, la générosité, le fait de ne pas avoir peur d'être en concurrence. C'est que les gens qui n'ont pas peur de la concurrence, vous en êtes deux exemples, c'est les gens qui savent qu'ils ont plus à gagner de ce qu'ils apprennent quand ils mettent des choses en commun que de ce qu'ils vont donner aux autres pour que les autres se valorisent ou prennent leur place. Et donc, c'est parce que vous êtes dans un mouvement positif de partage. Et c'est ça qui est important dans le côté apprenant. Alors, il faudra réfléchir si inspirant, ça emmène bien cette même signification. Ouais. Alors, et bien sûr, c'est s'appuyer sur ça. Moi, j'ai vécu ces territoires apprenants et j'en étais très attachée, mais pour autant, c'est peut-être maintenant une nouvelle ère aussi sur la base de ça, du management collectif aussi, de toutes ces... Il nous reste officiellement 6 minutes. Il y a un sujet, alors on ne va pas aborder tous les sujets qu'on avait prévus, parce que sinon on va rester ensemble un peu tard, ou alors il va falloir qu'on en refasse un autre. Mais ça, je savais bien, en vous ayant toutes les deux comme invité, qu'on déborderait
ou qu'on ne traiterait pas. Il y a un sujet. Voilà, Frédéric, tu avais dit une chose et je voudrais qu'on revienne là-dessus. Peut-être pour conclure sur cette question-là, sur le fait que on ne manage pas que ses subordonnés, avais-tu dit dans la réunion de préparation, on manage aussi ses chefs. Et j'aimerais bien qu'on échange rapidement sur comment est-ce qu'on aborde cette question de se poser en tant que cadre pour manager sa hiérarchie. Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'on l'accepte de la part de ses équipes? C'est plus facile de répondre à cette question quand on est DAZEN adjoint et rectrice ou directrice d'une institution comme l'UNICEF que pour un chef d'établissement peut-être. Quoique, malgré tout, je me sens managé par mes équipes, mais ça m'intéresse d'avoir votre regard sur cette dernière question. Si on accepte le principe que pour réussir à piloter un changement, on doit être un peu soi-même et que l'adaptation qu'on fait à la situation et aux personnes doit aussi comporter une adaptation à son propre style et à ses préférences, même s'il y a des styles de leadership différents, il faut bien comprendre que on va regarder, quand on analyse son environnement, quelles sont les caractéristiques de son chef, ou de ses chefs, parce que souvent on en a plusieurs, il faut faire avec plusieurs chefs. Vous pouvez très bien être dans une situation dans laquelle, par exemple, vous bypassez un niveau. C'est-à-dire que vous allez avoir un contact direct avec votre N+2 et pas seulement un contact direct avec votre N+1. Ça fait aussi partie des histoires sphériques, comme tu disais, Marie-Laure, où c'est pas que horizontal. Enfin, si c'est horizontal, alors je fais pas de différence quand je suis chef d'établissement entre le DAZEN et le recteur. Ça me fait penser à une anecdote sur un film que je vous recommande, qui s'appelle Rien du tout, qui est un film de Cédric Clapiche. Qui est formidable. Un film extraordinaire sur le management, dans lequel donc on a un nouveau chef d'entreprise qui veut faire du participatif et un des employés qui trouve ça ridicule arrive et lui tape sur l'épaule et lui dit alors machin, comment tu vas, tout ça. Et l'autre lui dit on se connaît. Il dit bah oui, t'as dit que c'était horizontal, on se connaît. On est à égalité. Et l'autre, il est tout surpris qu'on l'ait pris au mot. Mais c'est ça que ça veut dire, hein, de l'horizontal. Ça veut dire que la ligne hiérarchique, elle n'est pas toujours respectée. Et donc, il y a certains, par exemple, si je reprends mon exemple d'un chef d'établissement qui avait discuté directement avec le recteur, il y a certains DAZEN qui vont mal le prendre. Et donc, en fonction alors pour plein de raisons, mais aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus du tout la main pour piloter les choses, qu'ils n'ont pas l'info, etc. Donc, analysez la personnalité de votre chef, son expérience, les choses qui sont importantes pour lui ou pour elle, ça fait partie de votre boulot de cadre et vous devez savoir que si vous voulez travailler dans de bonnes conditions et mettre l'autre en situation de vous aider, alors il faut savoir quelles sont ces conditions minimales pour nouer lui aussi une confiance vis-à-vis de vous. Et donc, vous pouvez aller discuter directement avec le recteur, mais peut-être qu'il faut envoyer un petit message au DAZEN en lui disant ah, au fait, le recteur m'a demandé tel truc, donc je voulais vous tenir au courant, et puis je vous tiendrai au courant des résultats, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de l'analyse de situation. Et si vous mettez votre supérieur hiérarchique dans une situation où lui-même est en difficulté pour faire son travail, alors vous êtes certain que il ne sera pas d'une aide pour faire le vôtre. Anne-Laure, une petite anecdote. Je vais passer sur mon anecdote personnelle que j'avais citée où j'avais envoyé un texto au recteur Etis en direct pendant l'amphi, voilà, et qui m'a permis de rentrer en contact avec mon recteur directement. C'était plus pour la boutade qu'autre chose, mais après on avait discuté et j'avais veillé justement à ce que tu disais, Frédéric, si d'aventure il y avait des sujets sur lesquels j'aurais dû passer par la chaîne hiérarchique, à faire en sorte que ma DAZEN soit au courant. Voilà, ça me semble indispensable, au-delà de tout l'intérêt intellectuel et autres qu'on peut avoir à discuter en direct avec son recteur. Anne-Laure. Ouais, ce que ça me fait penser, c'est qu'on n'a peut-être pas parlé de la question de la reconnaissance, qui est un aller-retour, c'est-à-dire qu'on est reconnu comme recteur, où on va reconnaître les gens qui sont sous nous, hein, sous cette verticalité,
c'est une histoire. Enfin, je vais y arriver hein, à vous dire ce que j'ai dans ma tête, mais la question de la reconnaissance, c'est à mon avis aussi quelque chose d'important. C'est un jeu, c'est pas que individuel, hein, être dans la reconnaissance d'un enseignant, d'un chef d'établissement, quand on est d'Azen, va contribuer à ce qu'eux aussi nous reconnaissent comme d'Azen ou comme recteur. Ce qui fait que c'est pas gênant qu'il y ait un chef d'établissement qui parle à son recteur de manière directe. En tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas parce que ça ne touche en rien la reconnaissance que je vais avoir pour lui et pour cette personne et que cette personne va avoir pour moi. On n'a peut-être pas parlé, je crois, à ce moment-là, de cette question de l'altérité. En tout cas, on est cadre parce qu'on nous reconnaît comme tel, mais la personne qui nous reconnaît comme tel, on lui accorde l'importance qu'il nous reconnaisse comme tel parce qu'on le reconnaît aussi. Je ne sais pas si j'ai réussi à... La dialectique du maître et de l'esclave. Ouais, mais voilà, c'est la question de la reconnaissance. Non, mais c'est théorisé dans la théorie de l'identité dans les organisations à partir de Hegel. Mais bon. Ouais. C'est Rachid Benhaim qui parle pas mal de cette question des politiques publiques de reconnaissance qui peuvent être aussi appliquées à nos cadres et à nous-mêmes. Et je crois qu'on pourrait quasiment faire un webinaire sur la question de la reconnaissance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on emmène des équipes, et c'est valable à tous les niveaux de la hiérarchie, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on emmène nos équipes avec nous, juste avec de la reconnaissance. Alors juste, c'est un peu une flagornerie, mais pour autant, on arrive à obtenir, à soulever des montagnes en donnant envie aux gens de se démener. Moi, j'ai un exemple en tête d'un enseignant de mon établissement où on me disait qu'il ne ferait jamais rien et il est force de proposition sur plein de choses. Ça m'a pris 4 ans, mais c'est petit à petit à le valoriser. Ouais, mais je vais partir demain et il sera toujours force de proposition. Et pour moi, c'est génial. C'est comme, c'est pas les bons élèves ou les bons profs qui m'ont intéressé nécessairement, c'est d'avoir élevé certains qui manquait juste un petit truc, voilà, dans la posture. Est-ce que un petit mot de conclusion pour est-ce que vous avez un dernier mot à dire chacune sur cette soirée trop courte? Une envie particulière? Voilà, je ne sais pas du tout combien on était ce soir. Je pense que peut-être pour conclure que l'intérêt, le plaisir, le côté un peu défi d'avoir des postes d'encadrement à une période dans laquelle on nous demande de nous effacer en tant que personne responsable pour se mettre au service d'eux, c'est que on nous demande justement des choses très complexes. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant et que c'est bien d'être capable d'assumer que c'est complexe, de le reconnaître, de savoir se faire confiance et s'accorder le fait qu'on n'est pas obligé de tout réussir tout le temps et être dans une posture de progression, de réessayer et d'être au travail en fait tout simplement et de le dire aux autres. Et tout à l'heure il y a quelqu'un dans le débat qui disait oui mais on nous demande de décider, on nous demande d'être ça. Je pense que ce que nous sommes et ce que nous montrons, ça donne l'image de ce qu'on attend des comportements au travail des autres. Et donc montrer qu'on est au travail et qu'on n'est pas tout puissant et qu'on n'est pas dans des décisions arbitraires, mais qu'on essaye et qu'on a des valeurs et que ces valeurs, c'est vraiment de faire le maximum pour les élèves et de respecter les autres et de les reconnaître dans leur rôle, dans ce qu'ils apportent, mais aussi dans leurs difficultés et de les aider. Tout ça, ça dit autant de ce qu'on veut faire dans notre comportement que nos discours. Merci Frédéric. Anne-Laure? Je ne dirais pas mieux que ce que vient de dire Frédéric. Voilà. Peut-être dire oser faire des choses sur cette période-là, effectivement, nouvelle,
Voilà, je dirais juste ça en plus. Merci beaucoup. J'espère que tous et toutes vous prenez des vacances si vous n'êtes pas déjà en vacances et que vous allez en prendre et que vous allez faire des vacances reposantes. Vacances apprenantes. Des vacances apprenantes, voilà, et que vous allez prendre soin de vous. Et on vous dit très belle soirée et à très bientôt. Et merci à toutes les deux pour votre participation à ce webinaire. À très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour vos questions.